Bonsoir et merci à tout le monde d'être là. Donc, je m'appelle Dominique Forgue, je suis chirurgien pédiatre au CHU de Montpellier et on va parler aujourd'hui des bizarreries ombilicales et périnéales. Alors, on va commencer par le cordon ombilical. Je vous fais juste un tout petit rappel d'embryologie, c'est pour que vous compreniez après ce que vous allez voir au niveau de l'ombilic. Donc, on a ici en coupe sagittale un fœtus de 6 semaines de développement. Vous avez ici, je ne sais pas si on voit ma flèche, ouais, elle n'est pas terrible. Ici le ventre et ici le cordon ombilical. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de structures dans ce cordon ombilical à ce terme de la vie intra-utérine. D'abord, vous avez de l'intestin, et tout ça c'est du grêle qui se développe de manière normale dans le cordon ombilical. Cet intestin est relié à la vésicule vitéline par le canal vitellin qui va s'appeler après le canal omphalo-mésentérique. Et puis, vous avez la vessie ici, qui est également reliée à la vésicule vitéline par une structure tubulaire qui s'appelle le canal allantoïdien et puis ensuite l'ouraque. Toutes ces structures vont disparaître et quand on fait une coupe d'un cordon ombilical à 3 mois de vie intra-utérine, voilà ce qui reste. Il y a toujours les vaisseaux, il y a les vaisseaux ombilicaux, la veine ombilicale par laquelle arrive le sang oxygéné au fœtus, les 2 artères ombilicales par lesquelles repartent le sang non oxygéné vers la mère. Et puis les 2 structures dont je vous ai parlé, le canal allantoïdien et le canal omphalo-mésentérique, eh bien, elles ont disparu et il reste à peine une petite structure fibreuse qu'on ne verrait même pas à l'œil nu. Et vous voyez qu'il n'y a plus du tout d'intestin puisque celui-ci a réintégré la cavité abdominale. Voilà, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu et quelquefois, on a ces structures qui ne vont pas disparaître et qui vont donner des pathologies congénitales du cordon. Ces pathologies, on va les voir les unes après les autres. Dans un deuxième temps seulement, on fera les pathologies acquises du cordon. Alors, la première pathologie congénitale que vous connaissez tous, c'est l'omphalocèle, qu'on appelle également hernie dans le cordon, à ne pas confondre avec hernie ombilicale du grand. Donc, c'est pour ça qu'on appelle plutôt ça une omphalocèle. Une omphalocèle, eh bien, comme je vous disais, c'est quand le tube digestif n'a pas réintégré la cavité abdominale. Normalement, l'intestin doit avoir réintégré l'abdomen avant 12 semaines d'aménorrhée. Et 12 semaines d'aménorrhée, ça tombe bien parce que c'est la première échographie qu'on fait pour le fœtus, c'est la fameuse écho de datation. Et normalement, à 12 semaines d'aménorrhée, le cordon est vide, il n'y a plus d'intestin dedans. Si jamais il en restait, on peut éventuellement reconvoquer la maman une semaine après parce qu'il peut y avoir une erreur de datation à 6 jours près. Mais en tout cas, 13 semaines, s'il reste de l'intestin dans l'ombilic, c'est qu'il y a un problème. C'est une omphalocèle. Alors, ces omphalocèles, vous comprenez bien que c'est toujours un diagnostic anténatal et donc ces enfants, on les attend et on va les prendre en charge. C'est donc des pathologies que vous verrez exclusivement dans les maternités ou dans les services de néonatologie. Quand l'enfant rentre à la maison, ce problème d'omphalocèle est réglé. D'autres pathologies liées à un défaut d'involution de l'ouraque. Donc, voilà une vessie en coupe sagittale normale qui était reliée anciennement à cet ouraque qui s'est totalement fibrosé et dont il reste juste un petit cordon fibreux. Et quelquefois, cet ouraque va avoir du mal à involuer. Il ne va pas involuer du tout ou il va mal involuer. Ce sont des pathologies assez rares et on va les voir les unes après les autres. Alors pour commencer, vous avez celles qui peuvent être visibles, simplement visibles de l'extérieur en regardant le cordon ombilical, l'ombilic, pardon, en regardant l'ombilic, vous allez voir éventuellement un orifice au niveau de l'ombilic dans le cas d'une persistance complète de l'ouraque. Donc vous voyez, vous avez la vessie ici, le canal de l'ouraque est resté totalement perméable et donc on peut voir quelque chose en général à l'ombilic. Pardon, c'est bon ? Vous m'entendez ? Donc, voilà un exemple ici d'un nouveau-né qui a une persistance complète de l'ouraque. En fait, il a un ombilic qui est un petit peu qui ne sèche pas et quand on le prend au bloc pour examiner, vous voyez à l'intérieur du cordon ombilical, on voit cette muqueuse qui est de la muqueuse de l'ouraque et qui va aller directement dans la vessie.
Voilà un autre exemple ici. Cet enfant, il était attendu parce qu'on avait fait le diagnostic avant même la naissance de persistance de l'ouraque. En fait, il avait un kyste au niveau du cordon. Ce kyste s'est rompu pendant l'accouchement. On voit un petit peu ici la membrane de ce kyste. Et donc, l'enfant, vous imaginez, fait pipi par l'ombilic puisque la vessie est reliée ici. Donc, on lui a mis une poche à urine sur l'ombilic en attendant le bloc. Et au bloc opératoire, même chose, on voit, voyez, de la muqueuse qui est la muqueuse de l'ouraque. On va disséquer cet ouraque ici, on va aller le chercher, on va le supprimer et simplement suturer la vessie ici. Sur le côté, vous avez ici les artères ombilicales. Et voilà, à la fin, on retrouve un cordon normal. Autre pathologie que vous pouvez voir aussi rapidement après, quand le cordon est tombé, c'est ce qu'on appelle un sinus. Alors regardez, la vessie est là, l'ouraque s'est fermé normalement sur la partie vésicale, du côté de la partie vésicale, mais l'ouraque ne s'est pas fermé du côté ombilical. Donc il y a un sinus, c'est-à-dire une petite ouverture ici, qui est assez discrète et qui peut passer assez longtemps inaperçue, mais voilà ce que vous pouvez voir éventuellement. Donc, cet enfant, il devait avoir à peu près 6 ans. Depuis pratiquement la naissance, les parents décrivaient des petits écoulements vraiment assez discrets. Et effectivement, ils ont consulté. Quand on regarde de près l'ombilic, on voit très bien qu'il y a un orifice ici. Quand vous mettez un petit stylet dedans, ça s'enfonce en général d'à peu près 1 centimètre. Et ça soigne simplement parce qu'il reste de la muqueuse à l'intérieur, donc ça coulotte un petit peu. Donc voilà, ça évidemment, c'est chirurgical. Voilà ici un autre exemple de défaut d'involution de l'ouraque, mais qui cette fois ne sera pas visible sur l'ombilic parce que du côté ombilical, l'ouraque s'est parfaitement fermé et c'est juste du côté vésical qui reste l'ouraque perméable, ce qu'on appelle un diverticule vésical, diverticule de l'ouraque. On pourrait le voir si on allait mettre une caméra dans la vessie ou une opacification de la vessie. Là, il se trouve que c'est une célioscopie, donc on regarde la vessie, on est à l'intérieur du ventre, on regarde la vessie, et ici, vous avez la vessie qui est pleine, et vous voyez cette espèce de petite trompe là, c'est un diverticule qui a persisté. C'est des choses c'est un problème qui a été trouvé de manière fortuite. Autre cas de figure qui n'est en général pas visible, c'est le kyste de l'ouraque. Le kyste de l'ouraque, vous avez une fermeture de l'ouraque du côté de la vessie et une fermeture du côté de l'ombilic, mais il persiste cet ouraque en plein milieu ici. Ces kystes, ils ont la particularité de se compliquer sous forme d'infection. Donc, si vous avez une tuméfaction, en tout cas une peau rouge entre l'ombilic et le pubis, c'est-à-dire en général ici, une peau qui est un peu rouge, c'est très douloureux. Si vous touchez, l'enfant a de la fièvre, eh bien vous ferez briller. C'est vraiment sur la ligne médiane, hein, là sur le. Et donc là, à ce moment-là, vous ferez. Super. Donc, on a c'est un signe d'infection de kyste de l'ouraque. Et ce diagnostic sera confirmé, bien entendu, par une échographie. Le traitement, c'est de faire des antibiotiques. Je te laisse faire. Merci. Donc, comme je vous le disais, ces kystes de l'ouraque qui sont infectés se traitent par antibiotiques. Alors, quand je vous dis que ce n'est pas visible, là, j'ai une photo qui dit le contraire. De manière exceptionnelle, ce kyste de l'ouraque qui devait être très près de l'ombilic s'est infecté. Il s'est prolabé par l'ombilic, alors que l'ombilic avait toujours été normal chez cette petite fille qui doit avoir 8 ans, je crois. Et on voit effectivement ce kyste de l'ouraque qui n'a qu'une envie, c'est de sortir par là. On l'a mis sous antibiotiques et puis c'était tellement gros, tellement ça évoluait pas trop. J'avais dit aux parents qu'une fois que ça serait refroidi, j'opérerais pour enlever ce kyste. Les parents n'ont pas voulu parce qu'ils trouvaient que ça allait beaucoup mieux. Ils ont eu raison parce que quelques semaines ou mois après, on a continué à la suivre et l'ouraque a disparu totalement. Et c'est la particularité de ces kystes de l'ouraque, quand ils s'infectent, il n'est pas rare qu'ils disparaissent totalement et du coup, il n'y a plus d'intervention pour les enlever. Alors voilà
pour l'ouraque, maintenant pour le canal ophalo-mésentérique, donc je vous rappelle, c'est une structure tubulaire qui existe entre le tube digestif et la vésicule vitelline, et cette structure doit totalement disparaître de manière normale. Et bien sûr, quelquefois, elle ne va pas disparaître et on va retrouver exactement les mêmes formes de problèmes d'involution que pour l'ouraque. D'abord, celles qui sont visibles là aussi, eh bien, quand vous avez une persistance complète du canal ophalo-mésentérique, vous avez le tube digestif qui a bouché à plein canal par l'ombilic. Donc, évidemment, à la naissance, on pourrait voir du méconium qui sort par l'ombilic dans ce cas-là. Regardez cet enfant, il a une persistance complète et en plus, le tube digestif s'est prolabé à l'intérieur du canal ophalo-mésentérique et donc l'intestin est ressorti comme ça de chaque côté. Et c'est ce que vous voyez ici chez ce nouveau-né qui a un cordon qui, à l'évidence, n'est pas normal. Et vous avez ces espèces de trompes qui sont en fait l'intérieur du tube digestif qui s'est prolabé par la persistance du canal ophalo-mésentérique. Alors, c'est assez rare de voir ça, mais voilà, ça existe. Et quelquefois, la même pathologie est beaucoup plus discrète, puisque ici, vous avez un ombilic, si on ne regardait pas de très près, qui paraîtrait normal. Et en fait, vous avez une petite tache rose ici. Et quand on regarde de plus près, il y a un orifice au milieu, c'est de la muqueuse. Et au milieu, il y a un orifice. Donc, l'enfant a été exploré au bloc. Donc, si on met une sonde, elle va rentrer directement dans le tube digestif. Et vous voyez l'exploration au bloc, ce que ça donne. Eh bien, vous avez du tube digestif qui est normal ici, mais qui est porteur de ce canal ophalo-mésentérique. Donc, le traitement chirurgical, c'est de couper ici et faire l'anastomose entre les deux morceaux pour se débarrasser de ce canal. Autre pathologie qui est visible, eh bien, c'est exactement la même chose que l'ouraque. On peut avoir un sinus, le canal a totalement disparu, sauf au niveau de l'ombilic. Et là aussi, on voit un petit orifice. On peut mettre quelque chose dedans, ça s'arrête au bout de 1 cm en général. Et je pourrais vous montrer la même photo pour l'ouraque. C'est impossible, évidemment, comme ça, à l'œil nu, de voir s'il s'agit d'un sinus d'origine ourakienne ou d'origine du canal ophalo-mésentérique. Et puis là aussi, vous avez les problèmes qui ne sont pas visibles par l'ombilic, le diverticule de Meckel, qu'on connaît tous parce que c'est assez fréquent, ça touche 2% de la population. Regardez, vous avez le tube digestif et l'ombilic. Du côté ombilical, le canal a disparu, mais par contre, du côté du tube digestif, il persiste un petit morceau de canal ophalo-mésentérique et on l'appelle le diverticule de Meckel. Alors, ce diverticule de Meckel, il a une fâcheuse tendance à se compliqué de manière très différente. Je vous montre plusieurs exemples de complications. Vous avez ici en haut à droite, je ne sais pas si on voit ma flèche. Je la bouge. Ah oui, elle bouge avec retard en fait. Ok. Donc, vous avez le tube digestif, l'intestin, qui s'est invaginé dans l'intestin d'aval. Et vous voyez ici que, je ne sais pas si vous voyez ici, il y a un petit rebord, c'est la tête de boudin. Et donc, c'est ce diverticule de Meckel ici qui est rentré, qui s'est invaginé à l'intérieur de l'intestin et qui a entraîné l'intestin d'amont avec lui. Et donc, on a une invagination intestinale aiguë. Alors, bien entendu, ce n'est pas la même invagination idiopathique que vous connaissez qui touche le nourrisson de 2 mois, 2 ans. Là, c'est vraiment une invagination avec une cause organique, avec une cause anatomique. Et ça, c'est chirurgical. En général, nos échographistes voient bien qu'il s'agit d'une invagination avec une cause anatomique. Et quand ils regardent le boudin, la tête de boudin d'invagination, ils nous disent il y a quelque chose ici, il y a peut-être une duplication, un Meckel, il y a une anomalie qui est responsable de l'invagination et donc on s'est opéré. Cet enfant ici, en bas à gauche, eh bien, vous avez un énorme Meckel ici et il s'est manifesté par des saignements. À l'intérieur de ce Meckel, la muqueuse n'est pas celle de l'anse porteuse. Hein. Ici, c'est toujours sur l'iléon, mais à l'intérieur du Meckel, ce n'est pas de la muqueuse idéale, c'est de la muqueuse gastrique en général. Et la muqueuse gastrique fabrique de l'acide. Cet acide va couler le long de l'intestin. Et l'intestin, bien entendu, n'est pas fait pour supporter l'acide. L'intestin va s'ulcérer et il va finir par saigner. Ces saignements s'évacuent par en bas, c'est des rectoragies de sang rouge et c'est des rectoragies qui sont extrêmement abondantes, assez impressionnantes.
Cet enfant, par exemple, est arrivé aux urgences avec 5 grammes d'hémoglobine. Et quand vous avez des rectorragies abondantes qui déglobulisent, il faut bien entendu penser en premier lieu à un Meckel qui saigne. Et puis, la troisième cause enfin, il y a d'autres encore complications possibles, mais en voilà une autre qui est assez classique, c'est la mékélite, la diverticulite. C'est la même chose. Donc, c'est le Meckel. Vous voyez ce petit bout de Meckel là qui s'est infecté exactement comme une appendicite. Les membranes blanches là, que vous voyez dessus, ce qu'on appelle les fausses membranes, c'est un signe d'infection. Le diagnostic, c'est vraiment celui d'une appendicite. C'est le diagnostic différent. C'est un des diagnostics différentiel de l'appendicite. Et souvent, les échographistes, là aussi, nous disent l'appendice est normal et ils vont chercher ailleurs et ils voient effectivement un petit morceau d'intestin qui est infecté et on évoque à ce moment-là une mékélite qu'il faut opérer. Voilà pour le Meckel. Vous avez une autre forme d'involution pathologique qui ne se voit pas non plus quand vous regardez l'ombilique et qui est beaucoup plus rare que le Meckel. C'est ce qu'on appelle des brides. Alors, les brides qu'on connaît en général, les brides, les fameuses occlusions sur brides, en général, ce sont des brides qui sont acquises du fait d'une précédente intervention chirurgicale. Il y a des cicatrices à l'intérieur du ventre. L'intestin vient se piéger dedans et vous savez que quand on a un enfant ou un adulte d'ailleurs en occlusion et qu'on voit une cicatrice sur le ventre, on pense en premier lieu à l'occlusion sur bride. Mais ça, ce sont des brides acquises. Ici, il s'agit de brides congénitales, donc l'enfant n'a jamais été opéré et vous avez, deux types de brides. Vous voyez celle-ci, c'est en haut à droite, là, c'est une structure fibreuse, donc l'involution du canal omphalomésentérique qui s'est mal faite, qui relie l'intestin à l'ombilic. Alors ça, évidemment, c'est source d'ennuis mécaniques. Et puis celle-ci, c'est un petit peu le même style, mais cette fois, c'est les vaisseaux du canal omphalomésentérique qui n'ont pas involué correctement, et ça relie plutôt l'ombilic avec le méso. En fait, on peut avoir pas mal de brides qui partent un peu n'importe comment, ces brides congénitales. Voilà un exemple d'un enfant qui avait une bride congénitale qui était en occlusion depuis 3 jours et nous a été adressé avec un peu de retard. Et vous voyez là l'état de l'intestin. L'intestin est venu se coincer sous la bride. La bride, j'ai mis un instrument dessous là. Et cet intestin coincé sous la bride, il n'est plus vascularisé. C'est pourquoi il a une sale couleur. Quand on donne un coup de ciseau dans la bride, tout se libère. Et vous voyez la bride, ce que c'est cette petite structure extrêmement fine qui fait moins de 1 mm de diamètre et qui a failli tuer l'enfant. Donc, c'est un vrai piège. Vous voyez d'ailleurs que cette bride se poursuit par cette espèce de diverticule. Je pense qu'il avait en plus un kyste ou un diverticule de Meckel. Bon, voilà. Donc, c'est un piège. En fait, c'est souvent un diagnostic d'élimination quand on a un enfant qui est en occlusion organique et les échographistes éliminent tous les diagnostics. Il n'y a pas de volvulus, il n'y a pas d'appendicite, il n'y a pas d'invagination. Enfin, ils ne trouvent aucune cause. Et du coup, la seule chose qui reste, c'est la bride. Parce que ça, la bride, par contre, quand elles sont fines comme ça, ils n'arrivent pas à les voir. Des fois, il y a des brides qui sont beaucoup plus grosses qui sont visibles, mais celles-ci, ils auront du mal à la voir. Dernière pathologie du canal omphalomésentérique, c'est le kyste. Donc voilà, s'il se forme en bas à droite, là vous voyez que ce canal omphalomésentérique a priori disparu du côté du grêle, du côté de l'ombilic, mais il reste au milieu une structure kystique. C'est exactement l'équivalent du kyste de l'Ourac. Et voilà à quoi ça peut ressembler. Voilà, une fois que le kyste a été enlevé, il était relié à la paroi par un petit tractus fibreux ici, puis par un autre ici au niveau de l'intestin. Et donc, évidemment, le traitement est chirurgical. Il s'était infecté là, en l'occurrence. Donc voilà pour les 3 principales complications d'involution, de problèmes d'involution des structures ombilicales. Et puis, vous avez le bourgeon ombilical qui lui aussi a une origine embryologique, mais alors qui lui est beaucoup, beaucoup plus fréquent. Et vous en voyez certainement beaucoup en consultation. Nous, on en voit pas mal aussi. L'origine, eh bien, ça peut venir là aussi du canal omphalomésentérique, de l'Ourac, mais le plus souvent des vaisseaux ombilicaux eux-mêmes. Et vous avez une petite structure bourgeonnante à l'ombilic qui va donner cet aspect
C'est de la muqueuse, ça suinte. C'est présent en général très rapidement après la chute du cordon et ça peut se voir à tout âge si c'est pas traité d'emblée. Euh, on ne sait pas quelle est l'origine, si elle est embryonnaire ou enfin des structures embryonnaires ou si elle est vasculaire. Euh, la conduite à tenir pour ces bourgeons ombilicaux, c'est soit vous avez déjà de la muqueuse qui est visible avant la chute du cordon. Alors là, c'est hautement suspect d'un résidu embryologique, comme je vous ai montré par exemple tout à l'heure pour le cordon, on voyait de la muqueuse. Quand c'est avant la chute du cordon, mais en général, c'est quand même souvent des diagnostics en néonatologie, enfin à la maternité. À ce moment-là, je pense qu'il faut prendre un avis chirurgical. Il est fort possible qu'il y ait une structure plus importante que de la simple muqueuse. Par contre, quand vous avez une muqueuse qui est visible après la chute du cordon avec un écoulement, ce sont des choses extrêmement banales que vous voyez en consultation. Ça, dans un premier temps, peut-être, si c'est petit, si c'est pas trop gênant, on peut tout simplement un peu patienter. Il y a beaucoup de bourgeons qui vont disparaître d'eux-mêmes. Si c'est gênant, que ça coule pas mal, que les parents sont inquiets, on peut proposer un traitement médical que vous pouvez faire en cabinet, qui est le nitratage. Je vais vous montrer après à quoi ça ressemble. Ce nitratage, on fait quelques séances et puis c'est si jamais ça ne marchait pas qu'on pourrait à ce moment-là se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière qui persiste, une fissure plus importante? Et à ce moment-là, on peut demander une échographie spécialisée. Je dis spécialisée parce que il faut que ce soit fait par un échographiste qui a l'habitude de rechercher des pathologies congénitales en arrière de l'ombilic. Donc, il faut connaître tout simplement ces pathologies. Vous ne pouvez pas demander à un échographiste qui fait un enfant de temps en temps de connaître tout ça. Donc, il faut vraiment demander à des gens qui ont l'habitude de faire les enfants. Ah, ah. Dans quel cas on peut proposer un traitement chirurgical pour ces bourgeons? C'est si vraiment on ne s'en sort pas avec le nitratage, on a fait plein de séances de nitratage et c'est toujours là, ou si en échographie on a le moindre doute, ou si à l'examen on a l'impression qu'il y a un trou, enfin si ça ne vous paraît pas être un bourgeon très habituel et que celui-ci pose des problèmes, pourquoi pas résoudre le problème au bloc opératoire si besoin. Voilà un exemple de bâton de nitratage. Ça, c'est quelque chose qui se prescrit. Hein, vous prescrivez un bâton individuel. Il faut mieux protéger la peau autour de l'ombilic, par exemple avec des pansements très adhérents du style Duoderm. La peau n'est pas brûlée théoriquement, mais enfin, c'est que la muqueuse théoriquement qui va disparaître sous l'effet du nitratage, mais la peau, elle va devenir noire parce que le bourgeon lui-même il sécrète, la sécrétion vont partir avec le nitrate, ça va partir sur la peau et la peau va pas être très très belle. Si jamais ça vous arrive, c'est pas grave, la peau va récupérer totalement. C'est pas une vraie brûlure, mais néanmoins il faut mieux quand même protéger. Vous montrez aux parents comment on applique tout simplement ce bâton de nitrate sur la muqueuse. Vous pouvez le faire par exemple 2 fois par jour pendant 5 jours et puis éventuellement refaire une deuxième ou même une troisième séance. Et si jamais ça ne marche pas, alors à ce moment-là, effectivement, peut-être que le bourgeon est énorme. Il faut peut-être mieux soit se poser la question d'une pathologie plus importante derrière, soit le brûler au bloc. Hein. Nous, si l'enfant va au bloc, on va le brûler au bistouri électrique et là, ça sera vraiment efficace. J'ai 4 Oui, questions. Alors on y va. Le premier, c'est faut-il opérer systématiquement sous les sinus de l'ouraque? Peut-on prévoir une involution spontanée? Alors, je dirais que si c'est un vrai sinus profond qui fait 1 centimètre avec de la muqueuse, il y a de fortes chances qu'il persiste. Jusqu'à quelle heure peut-on tenter de nitrater le bourgeon? Je pense qu'il n'y a pas d'âge. S'il n'a pas été nitraté jusqu'à maintenant parce que ça posait de problème à personne, en général, c'est des petits bourgeons à peine visibles, on peut toujours tenter un nitratage, quel que soit l'âge. En pratique, comment prescrire le nitratage et qui le réalise? Alors, vous pouvez prescrire donc ces petits bâtons de nitratage sur une ordonnance. Les parents achètent ça en pharmacie. Pour le réaliser, peut-être si soit vous expliquez aux parents, c'est pas très compliqué à faire, mais je pense que le mieux c'est de montrer au moins une première fois comment on fait. Hein. On applique simplement ce petit bâton noir là sur la muqueuse. C'est pas compliqué à faire. On peut montrer la première fois et puis après demander aux parents de le faire parce que c'est quand même pas mal de séances. On peut pas le faire nous à chaque fois. Peut-on faire le protocole avec le sel de table sur le bourgeon?
Ah, je ne connais pas, très intéressant. Non, je ne connais pas. Quelqu'un connaît, non, le sel de table sur le bourgeon? Non, apparemment, mes collègues ne connaissent pas non plus. Bah, c'est peut-être des petits moyens qui sont utilisés dans des pays ou dans des endroits où il y a pas de nitrate. Pourquoi pas, mais je ne sais pas, je ne connais pas. C'est bon? Voilà, donc après ces pathologies congénitales du cordon, on va parler des pathologies acquises. Vous voyez que, en fait, les pathologies acquises du cordon, c'est des problèmes sur le cordon qui sont médicaux, qui ne sont pas chirurgicaux. Donc, je vous les signale simplement. Et on va parler surtout de la hernie ombilicale, qui est un gros sujet de consultation. Donc, les saignements dans l'hémorragie du cordon, ça touche le nouveau-né, hein, c'est vraiment les premiers jours de vie. Alors, vous voyez ici à gauche un saignement de petit volume, à droite un saignement beaucoup plus important. Tout ça, ce sont des troubles de l'hémostase qui ne nous concernent pas, nous, chirurgiens, ça n'est pas chirurgical. Et d'ailleurs, les néonatologues ne nous appellent pas pour ce genre de problème. Le deuxième problème, c'est l'omphalite, l'infection donc au début de la peau. Vous voyez la peau rouge autour de l'omphalite et puis pas mal de petits écoulements avec des petites croûtes jaunes. C'est lié à une infection, un défaut d'hygiène, hein, c'est la porte d'entrée est exogène. On peut avoir la peau, puis la graisse qui va s'infecter. Ça peut, si ça n'est pas traité, s'étendre le long des vaisseaux ombilicaux. Ça peut être assez grave. Bien entendu, le traitement, c'est une antibiothérapie vive, faut pas, et puis des soins locaux, mais il ne faut pas laisser ça durer trop longtemps. En chirurgie, on parle toujours d'une possible atteinte de la paroi catastrophique avec des débridements de la paroi. Honnêtement, moi, je n'ai jamais vu ça. Certainement que ça a eu existé, mais ce n'est pas des choses qu'on voit parce que quand on a une infection de l'ombilic, tout le monde sait bien qu'il faut la traiter rapidement. Nous, en chirurgie, on peut l'avoir quelquefois quand on traite des pathologies de l'ombilic, et en particulier l'omphalocèle. Il arrive qu'on ait des suites qui soient marquées par une omphalite et on traite bien entendu très vite par antibiothérapie IV. On peut avoir aussi de manière classique des omphalites sur les voies d'abord périombilicales, c'est-à-dire quand on ouvre, par exemple, pour traiter les sténoses du pylore, donc c'est des nouveau-nés, ils ont 1 mois, et on va ouvrir la peau autour de l'ombilic comme ça, et c'est des voies d'abord qui ont tendance un petit peu à s'infecter, donc là aussi on est très vigilant sur les suites. Alors, la hernie ombilicale, c'est un motif très fréquent de consultation pour nous, donc j'imagine encore plus en ville. Voilà comment ça se présente. Vous avez cette hernie ombilicale qui est fréquente, qui touche aussi bien les filles que les garçons, qui touche 15% des enfants caucasiens, mais c'est bien entendu beaucoup plus fréquent chez le prématuré et chez les enfants à peau noire. Voilà comment ça se présente au niveau d'une coupe sagittale. Vous avez ici la ligne blanche, hein, en fait, et puis au niveau de l'ancien orifice, l'orifice ombilical est trop large et du coup, l'intestin va venir se prolaber par cet orifice à chaque poussée abdominale, en fait. Alors, le diagnostic, il est évidemment clinique, hein, ce n'est pas la peine de demander une échographie pour une hernie ombilicale. Vous avez cette tuméfaction qui est assez typique, hein, je pense que tout le monde fait le diagnostic. Vous pouvez, en consultation, appuyer dessus, vous allez avoir ces espèces de borborigmes à l'intérieur, hein, vous allez sentir que c'est du grêle que vous réduisez parce qu'il y a des bruits d'air et d'eau. Ça rentre tout seul, c'est absolument pas douloureux. Et puis, une fois que vous l'avez rentré, cet intestin, vous pouvez mettre le doigt à l'intérieur du col hernier. Vous pouvez rentrer dans le ventre par cette orifice. Voilà, vous rentrez le doigt. Souvent, ça fait, par exemple, si vous réussissez à rentrer un index, vous dites ça fait 1 cm de large. Si vous mettez deux index, ça fait un peu plus. Bon, ça vous permet, c'est pas indispensable de faire ça, mais disons que ça vous permet de voir la taille et puis de voir surtout la régression de ce collet. Hein, si vous voyez l'enfant à 2 mois qui fait sa hernie fait 1 cm de diamètre et vous le revoyez 3 mois plus tard, vous n'arrivez même plus à rentrer le doigt. Donc vous voyez, ça a commencé déjà à régresser. Donc l'évolution naturelle, ça peut augmenter au départ. Hein. Des fois, les parents nous disent il l'a depuis toujours, cette hernie, mais là, les premiers mois de vie, ça a franchement augmenté de volume. Mais quoi qu'il en soit, la guérison spontanée est attendue. En général, dans les premiers mois de vie,
et à l'âge de 4 ans, vous avez la plupart des hernies ombilicales qui se seront fermées toutes seules. L'étranglement herniaire est exceptionnel chez l'enfant, je dis bien chez l'enfant. Et là, je rajoute juste un petit mot pour nos collègues d'Afrique qui sont en train de nous écouter, qui doivent se dire, elle dit n'importe quoi, parce qu'en Afrique, les étranglements herniaires ne sont pas exceptionnels du tout. Déjà, ils ont beaucoup plus de hernies ombilicales que nous. Et puis, il semblerait quand même que même la fréquence des étranglements soit plus élevée, ce qui fait que beaucoup d'équipes là-bas opèrent les enfants à titre préventif. C'est, encore une fois, pas du tout le cas ici chez nous. Donc la prise en charge thérapeutique, vous l'avez compris, c'est l'abstention, au moins jusqu'à 3 ans. Moi, je les opère même à 5-6 ans, mais il faut rassurer les parents. Et puis, si jamais, effectivement, à un certain âge, cette hernie n'est toujours pas fermée, on estime qu'elle a finalement assez peu de chances de se fermer. On va traiter ça avant l'âge adulte. C'est une intervention qui est simple à faire, qui se fait en ambulatoire, et qui donne de très bons résultats, contrairement aux adultes où ça devient un petit peu plus compliqué après. Alors, voilà des exemples. Vous avez tous vu des hernies ombilicales. 2 prématurés, ils ont exactement la même chose. Tous les deux, une hernie ombilicale et tous les deux, une hernie inguinale gauche. Les hernies inguinales, ça s'opère par contre, parce que ça, pour le coup, ça peut se compliquer. Donc, on va opérer les hernies inguinales, mais on ne va pas opérer les hernies ombilicales. On ne profite pas d'anesthésie pour opérer quelque chose qui, de toute manière, n'a pas besoin d'être opéré. Donc, on ne fera que les hernies inguinales. Une hernie qui a une forme un petit peu particulière, qui avait beaucoup inquiété tout le monde, parce qu'il avait une forme un peu particulière en forme de trompe. C'est aussi assez classique. Ça fait comme une trompe, là, ça va régresser exactement de la même manière. Vous voyez, cet enfant à 2 mois, et puis je l'ai revu à 5 mois, eh bien la peau était déjà en train de se rétracter, c'est-à-dire que l'intestin ne sortait quasiment plus. Donc la forme de la hernie n'a pas d'importance, son volume extériorisé n'a pas beaucoup d'importance non plus. Des fois on voit des énormes hernies qui sont grosses comme une petite orange quasiment. Ce qui compte, c'est la taille du collet. Ce collet, encore une fois, va se fermer. En attendant la fermeture, la guérison spontanée de cette hernie ombilicale, il ne faut pas utiliser les systèmes de contention. Vous avez ici à droite un exemple d'un bandage hernière qui est vendu en pharmacie. C'est un bandage hernière en caoutchouc avec une petite bille là au centre qu'on applique sur l'ombilic dans l'idée que l'intestin ne pourra pas sortir. Et puis ensuite, on ferme cette ceinture autour du ventre de l'enfant. Alors, ça ne hâte pas la guérison. Ce qui fait que la hernie guérit, ce n'est pas le fait d'empêcher l'intestin de sortir. Ce qui fait que la hernie guérit, c'est que l'enfant se muscle. Vous savez que dans les premiers mois de vie, il bouge les jambes en permanence, ils finissent par se mettre assis. Et c'est tout ça qui fait que la hernie va se fermer. En plus, faire une compression abdominale chez les bébés avec cette ceinture, c'est peut-être pas terrible. On voit plus ce qui se passe là-dessous. Il y a aussi des contentions par des pièces de monnaie qui m'ont souvent été rapportées, mais moi, j'en ai jamais vu. Il paraît que c'est dans le Maghreb, ils ont peut-être cette habitude de mettre... Ici aussi, tout le monde me dit ici aussi. Bon, écoutez, j'en ai jamais vu. Peut-être qu'on n'ose pas me le dire, je sais pas. Donc, on met une pièce de monnaie sur l'ombilic et puis on entoure avec, je suppose, une espèce de bandage. Alors, ça, c'est vraiment encore plus dangereux parce que vous avez la peau finalement, et la peau est très fine à cet endroit-là. Il n'y a pas de muscle au niveau de la hernie. La peau qui est sollicitée par en dessous par l'intestin. Et puis sollicité par au-dessus par cette pièce de monnaie qui évidemment est très dure et métallique. Et la peau peut finir par s'user à cet endroit-là et se rompre. Et donc c'est une éviscération, c'est une complication classique de la contention. Enfin classique, moi encore une fois, chez nous on n'en voit pas beaucoup des choses comme ça. Et puis il peut y avoir des lésions de contact. Vous voyez cet enfant qu'on a reçu aux urgences, non pas pour sa hernie ombilicale, mais parce qu'il ne bougeait plus. Les parents avaient noté depuis quelques jours un changement de comportement total. C'est un enfant qui se mettait assis, mais là qui ne voulait plus, il ne voulait plus bouger. Et il avait ce fameux bandage hernière que je vous ai montré en caoutchouc.
Quand on l'a enlevé, voilà ce qu'on a trouvé, des gros escarres un peu partout. C'est pour ça que l'enfant ne bougeait plus. En fait, la personne qui l'avait prescrit avait dit il ne faut pas l'enlever hein, pour que ça soit efficace tout le temps. Il faut jamais les parents ont compris qu'il fallait jamais l'enlever. Et donc, l'enfant est resté une dizaine de jours comprimé dans sa ceinture. Et voilà, donc on a enlevé la ceinture. Donc, en gros, pour les pathologies de l'ombilic, voilà ce qu'il faut retenir. Les deux pathologies les plus fréquentes, celles que vous verrez après la sortie de la maternité, c'est bien sûr le bourgeon ombilical pour lequel on peut sans problème prescrire un nitratage et se poser la question d'une pathologie congénitale sous-jacente si vraiment les choses sont atypiques ou ne veulent pas guérir. Et puis la hernie ombilicale, vous avez compris, on rassure les parents, ça n'est pas dangereux, ça va guérir tout seul et on peut envisager une chirurgie que si ça persiste au-delà de l'âge de 3 ans à 6 ans. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les pathologies de l'ombilic? Alors, sur la pathologie, pour le moment pas encore, mais quel conseil pour accélérer le séchage du cordon et favoriser la chute? Et si retard de chute, comment s'inquiéter? Alors, le retard de chute, je ne vous en ai pas parlé parce que là encore, ça n'est pas du tout chirurgical. Ça serait possiblement lié à un problème immunitaire. C'est pathologique au-delà de 3 semaines. Le séchage de l'ombilic, moi j'adorais le rouge, là, comment ça s'appelle, la léosine. Mais bon, il ne faut pas en mettre, paraît-il, parce qu'on ne voit plus s'il y a une omphalite. Bon, je pense quand même que le rouge de léosine et le rouge de l'omphalite ne sont pas tout à fait les mêmes, mais bon, voilà, le mot d'ordre, c'est de ne pas mettre de rouge. Et bien, écoutez, je ne sais pas comment se font les soins avec la biceptine, je suppose. Le séchage, est-ce qu'il faut vraiment accélérer le séchage? Je pense qu'il va se faire de manière naturelle. Si ce cordon ne tombe pas de manière naturelle avant 3 semaines, là, il faut effectivement se poser la question, donc soit d'une pathologie sous-jacente, mais possiblement effectivement d'un problème immunitaire que je ne maîtrise absolument pas en tant que chirurgien. Donc, il faut aller voir un pédiatre spécialisé dans ce genre de problème. Il y a une question, c'était en Afrique, ils ont une sorte de ceinture avec une perle autour du ventre. Voilà, je pense c'est une complication pour l'hernie. Oui, je pense effectivement que c'est le même principe. Hein. Le principe est d'essayer d'éviter que la hernie sorte. Je crois qu'il ne faut pas éviter que la hernie sorte. Elle doit sortir de manière naturelle. Et il ne faut surtout pas embêter les enfants avec ça. Il faut les laisser vivre leur vie normalement et la hernie va finir par se fermer. Peut-être pas en Afrique, mais ici, oui, en tout cas. C'est bon ? C'est bon. Très bien, ben écoutez, on va maintenant parler de ce qui se passe au niveau du périnée. Alors le périnée, c'est grand, il y a beaucoup d'organes et je ne vais pas vous parler de tout. Les anomalies urinaires ont déjà été traitées par Sarah Garnier, les anomalies gynécologiques par Marie-Pierre Guibal. Donc je vais me contenter de parler de la marge anale. Et là encore, on va s'occuper des pathologies congénitales dans un premier temps et ensuite des pathologies acquises. Alors, le gros du congénital pour l'anus, c'est évidemment les malformations anorectales. Ce sont des dysgénésies de la filière anale et qui touchent aussi le génital chez la fille et l'urinaire chez le garçon. Et le diagnostic est un diagnostic clinique qui se fait à la naissance et qui ne repose a priori plus que sur l'examen visuel. Vous savez qu'avant, en maternité, on vérifiait la perméabilité de tous les orifices naturels en mettant des sondes. Ça ne se fait plus parce que c'est agressif pour l'enfant. Donc, il va falloir se contenter de bien regarder la marge anale. Et c'est seulement si elle paraît anormale, s'il y a un problème, qu'on va à ce moment-là faire un calibrage. Alors, quelquefois, c'est évident. Voilà ces deux garçons. Quand on regarde, on voit très rapidement qu'il n'y a pas d'orifice. Il n'y a pas d'orifice anal et en plus l'enfant ne fait pas caca, donc il y a vraiment un problème et ce diagnostic de malformation anorectale est vite fait en maternité. Oui, parce que j'oubliais de vous dire que ce genre de malformation n'est pas vu en anténatal, sauf cas exceptionnel. Il ne faut pas compter sur l'échographie anténatale pour vous dire qu'il y a une malformation anorectale. C'est vraiment à la naissance qu'on verra ça. Voilà un autre petit garçon. On dirait que l'anus devrait être évidemment par ici, et il n'y a pas d'orifice, et vous voyez qu'en attendant quelques heures, le méconium finit par sortir par une fistule périnéale jusqu'à la base de la verge, là, c'est un cas assez classique de fistule périnéale chez le garçon, là aussi on voit bien que les choses ne sont pas normales. Mais quelquefois, attention, le diagnostic est fait un peu avec retard, comme chez cette petite fille, par exemple, qui est née à 1500 grammes
Et je pense qu'on s'est plus occupé de savoir comment elle respirait, comment elle allait, que de regarder avec attention ses orifices. Et d'autant plus que quand on regarde, on voit qu'elle fait caca par une petite fissure, c'est une petite fissure ici au niveau du périnée. Regardez, on le voit encore mieux ici. Le caca sort par là, donc il sortait dans la couche. Donc ça n'a inquiété personne et du coup le diagnostic a un petit peu tardé pendant quelques jours jusqu'au moment où l'enfant n'a plus trop toléré la situation parce que même si le caca sortait, il sortait pas assez et donc c'est là où on est allé voir ce qui se passait et il y avait effectivement une malformation anorectale de la fille. Et puis vous avez un type de malformation anorectale qui est rare, hein, qui touche peu d'enfants. Mais qui est très très piégeant, c'est la sténose anorectale. Regardez cette jolie frise sur la droite là, c'est pas pour faire joli, c'est simplement pour vous montrer le type de toutes les malformations de type sténose anorectale qui peuvent exister. Et si on se concentre sur la première, eh bien ça vous donne une idée de ce à quoi ça ressemble. Ici en bas, c'est la marge anale, elle est normale. En haut, c'est le rectum, il est normal. Mais entre les deux, vous avez une sténose, c'est serré. Et c'est assez serré en général pour que l'enfant ait des difficultés pour aller à la selle. Donc, quand on regarde ces enfants à la naissance, ils ont un anus qui est en place et qui est normal. Donc, on ne peut pas deviner qu'il y a quelque chose. Et en plus, le méconium, il sort pas si mal finalement la plupart du temps. Et donc, l'enfant sort de la maternité avec une malformation anorectale qui n'a pas été diagnostiquée. Donc, ça va être un diagnostic de ville qui va être fait avec un retard plus ou moins important. Alors, comment ça va se diagnostiquer? Eh bien, par une constipation, par exemple, donc de manière des fois un peu tardive. Mais la constipation, vous allez me dire, c'est banal. Vous n'allez pas suspecter forcément une sténose anorectale à chaque fois que vous avez un enfant constipé, parce que ça serait un peu trop. Donc, diagnostic là aussi difficile à faire. Par contre, si l'enfant est en état subocclusif, c'est-à-dire que ce n'est pas une constipation banale quand même, l'enfant il a un abdomen qui est ballonné, il grossit pas super bien, il mange pas super bien, et puis surtout vous avez des selles, quand vous reprenez l'interrogatoire, ce n'est pas des vraies selles de temps en temps ou des selles dures qui sortent comme un enfant constipé banal, c'est un espèce de petit écoulement permanent, un peu liquide, ça c'est pas normal. Si on regarde l'anus, des fois il peut paraître un peu étroit, mais c'est très inconstant. Comme je vous dis, la plupart du temps l'anus il est normal, et puis c'est très subjectif de savoir s'il est normal ou pas cet anus. Hein. Donc finalement, il n'y a que le calibrage qui peut rétablir le diagnostic, c'est-à-dire on va mettre des bougies dans l'anus et ça doit monter sans difficulté. Pour vous donner un ordre d'idée, chez un nouveau-né, une bougie égard numéro 12, c'est les références, doit rentrer sans difficulté dans un anus, c'est la taille de mon petit doigt. Donc voilà, ça doit rentrer sans difficulté. Quand vous avez une sténose anorectale, je vous assure que vous ne pouvez pas passer grand-chose, c'est vraiment tout petit en général ce qu'on peut passer. Voilà un exemple de cette petite fille qui avait une sténose anorectale. Regardez cet anus comme il est, on ne peut plus normal. Il est en place, il est séparé du vestibule par de la peau, il a des plis radiés, il a l'air de taille tout à fait normale. Et pourtant, cet enfant s'est mis en occlusion très vite. Avant même, dès le deuxième jour de vie, on savait qu'il se passait quelque chose. Donc là, évidemment, nous, quand on a une occlusion néonatale, on prend toutes les causes qui peuvent arriver. La première à laquelle on pense, c'est la malformation anorectale. Et on va examiner, là, cet enfant est au bloc. Et quand on écarte la marge anale, on se rend compte que pas très loin, juste au-dessus, vous avez un orifice qui est en réalité très petit et trop petit pour avoir une défécation normale. Donc ça, c'est un enfant qui a été diagnostiqué très rapidement. Celui-ci, par contre, nous a été adressé, il a été adressé en réanimation directe à 6 semaines de vie. Il s'est mis en occlusion sévère avec une colite. Il était en choc septique. On l'a vraiment rattrapé par les cheveux, si je puis dire. Et quand on regarde la marge anale, là encore, l'anus, il a l'air d'être en place. Bon, autant qu'on peut voir, il a l'air d'être normal. La simple chose qui est anormale, c'est un érythème. Alors, vous allez me dire, c'est banal, un érythème fessier chez le nourrisson. Sauf que là, l'érythème est sévère. L'enfant était pourtant bien lavé régulièrement, mais en fait, là c'était un écoulement permanent. Quand on reprend l'interrogatoire, dès la sortie de la maternité, cet enfant faisait caca un peu en permanence, un peu liquide. C'est pour ça qu'il avait les fesses totalement rouges.
Et donc cet enfant a dû être dérivé en urgence. Donc vous voyez là, encore une fois, diagnostic extrêmement difficile à faire et qui a été fait avec à 6 semaines de vie. Et puis vous avez des diagnostics encore plus tardifs de ces malformations anorectales. C'est cet enfant, par exemple, qui était constipé. Et cette constipation, elle était apparue seulement à la diversification. Donc, situation très banale là aussi. Il était suivi dans un hôpital hors région, dans une autre région. Il était traité comme une constipation banale, si je puis dire. Et il a traîné comme ça jusqu'à l'âge de 1 an. Et à l'âge de 1 an, les parents sont venus passer un week-end à Montpellier. Et c'est à ce moment-là qu'il a décompensé. Il est arrivé en subocclusion aux urgences. Et quand on regarde la marge anale, là encore une fois, dire si l'anus est normal ou pas, c'est difficile, je trouve. En tout cas, il est en place. Mais par contre, là, on est au bloc opératoire. Quand je mets une pince dedans, vous voyez cet anneau fibreux-là qu'on ne devine pas forcément comme ça. Il faut vraiment être sous anesthésie pour le voir et pour le calibrer. Et bien, en fait, cet orifice était trop petit. Et donc, c'était une sténose de diagnostic tardif. Alors, un autre type de malformation anorectale qui pose bien des problèmes à beaucoup de monde. Oui, vas-y. Oui. Quel traitement a été fait pour le premier cas de sténose anale que vous avez présenté? Alors, le premier cas de sténose anale, je ne vous l'ai pas dit, mais ces sténoses anales, elles peuvent s'encadrer dans un syndrome qu'on appelle le syndrome de Currarino. Qui est une association d'une sténose anale avec une malformation sacrée et une malformation de la moelle. Donc cet enfant, à partir du moment où on trouve une sténose anale, on va rechercher les autres malformations et en l'occurrence chez cette petite fille, le premier cas, donc c'était le cas. Le traitement, donc ça va être un traitement de l'ensemble de cette malformation. Nous, au niveau anorectal, il va falloir élargir, si je puis dire, cette sténose par une technique chirurgicale, mais on ne va pas faire ça comme ça. On va d'abord dériver l'enfant, c'est-à-dire qu'on va lui faire une colostomie, on va le laisser un petit peu grandir. Dans un deuxième temps, on va élargir, on va traiter cette sténose anorectale, et une fois qu'on a un bon résultat, au bout de quelques semaines de cicatrisation, on va refermer la colostomie. Un petit retour en arrière sur la hernie ombilicale. Yes. Si on a des enfants d'origine africaine, devons-nous donc les amener à consulter plus rapidement en cas de hernie ombilicale? Écoutez, a priori non, puisque il semblerait que la fréquence quand même des étranglements herniaires soit plus élevée en Afrique à population égale, c'est-à-dire enfants noirs. Alors pourquoi? Je ne sais pas. J'en ai déjà parlé avec des Africains qui m'ont évoqué plusieurs possibilités, entre autres l'alimentation différente. Franchement, je ne sais pas. Mais nous, quand on a des enfants noirs, on ne les opère pas plus que les autres. Donc je reviens à cette malformation anorectale qui est l'anus chez la petite fille qui paraît antéposé. Vous voyez cette petite fille qui a moins d'1 mois, vous voyez son vestibule ici, la fin de la vulve qui est ici, et puis l'anus qui est là, qui est vraiment très proche. Donc je la vois en consultation. Comme elle va bien et qu'elle fait caca normalement et qu'elle grossit et que tout va bien, je demande à la revoir quelques semaines ou mois plus tard. Et voilà, la situation elle n'a pas changé. C'est-à-dire que on a toujours cet anus qui paraît quand même petit, qui est proche de la vulve et dont on peut penser que c'est pas un vrai anus, mais plutôt une fistule périnéale, c'est-à-dire un anus trop étroit et qui n'est pas dans le sphincter. Voilà d'autres exemples. L'anus, quand on le déplisse ici, il a l'air d'être pas si mal, mais il est quand même très antérieur. Ici, chez cette petite fille, l'anus, il est là. Il paraît petit et à l'évidence, on aurait envie qu'il soit là. Vous voyez ici d'ailleurs des espèces de plis qui correspondent au sphincter, en fait, c'est-à-dire que l'anus n'est pas à l'intérieur du sphincter. Alors, on est un peu embêté avec ces enfants, surtout que la plupart quand même, en tout cas les premières semaines, les premiers mois de vie, ces enfants vont bien et on n'a pas envie de trop les embêter. L'anus antéposé, c'est un diagnostic qui est subjectif, c'est simplement parce qu'on a l'impression que l'anus est un peu plus antérieur que d'habitude, mais vous comprenez que ça c'est subjectif. Et pour dire que l'anus, ça soit un simple anus antéposé, il faut faire un certain nombre d'examens pour pouvoir dire que l'anus est normal. Il faut d'abord calibrer. Et comme je vous le disais, il faut une bougie charrière 12.
si c'est un anus, on aura ce déplissement normal de la marge anale, alors que si c'est une simple fistule, on ne pourra pas mettre une bougie 12, on va pouvoir mettre pas grand-chose, des choses beaucoup plus petites, moitié par exemple, si c'est une fistule périnéale. La ligne pectinée, c'est cette structure anatomique là, qui va séparer le rectum de l'anus, et cette ligne pectinée est à plus d'1 centimètre du canal anal. Elle est normalement présente dans un anus antéposé. Elle est beaucoup plus basse ou inexistante quand c'est une fistule. Et puis surtout, vous avez le sphincter. Donc l'anus est normalement entouré de sphincter. L'anus est vraiment centré dans un sphincter, dans une situation normale, alors que la fistule périnéale, eh bien, vous avez le rectum qui est en place dans le sphincter, mais la partie toute distale du rectum et de l'anus se dirige en avant et sortent du sphincter. Et pour pouvoir faire la différence sur ces 3 critères, eh bien, il faut faire un calibrage qui se fait sous anesthésie générale. Une ligne pectinée, il faut carrément écarter la marge anale, ça ne peut se faire que sous anesthésie générale. Et la stimulation du sphincter, qui est électrique, se fait également sous AG. Donc ça veut dire que pour savoir ce qu'on a exactement comme diagnostic, il faut endormir l'enfant. Donc un enfant qui a 1 mois, qui va bien, on ne va pas l'endormir pour faire tout ça. On va un petit peu suivre et voir comment ça se passe. Donc en fait, pour ces anus antéposés, je reviens, voilà, là. La question est comment va l'enfant? On a notion effectivement que l'anus paraît peut-être pas tout à fait à sa place, mais comment il va? Moi, c'est comme ça que je me base. Et si vraiment il y a des difficultés, parce que des fois il peut y avoir des vraies difficultés rapides, s'il y a des difficultés qui mettent l'enfant vraiment en problèmes d'exonération qui sont répétés, chroniques, invalidants, la question ne se pose pas. Il va falloir opérer. Si l'enfant va très bien, on va avoir tendance un petit peu à botter en touche et voir comment les choses évoluent. Donc voilà pour ces fistules. Là, on a un autre type de malformation qui est très rare. C'est une fistule en H. Quand on regarde le périnée de la petite fille, il est tout à fait normal, mais les parents vous disent il y a du caca qui sort par le vagin. Alors, la plupart du temps, quand le caca sort par le vagin, c'est simplement parce que le caca, il remonte dans la couche, et puis ça va se mettre dans le vestibule, là, dans la vulve, et puis du coup, on a l'impression que ça sort par là. Mais si vous voyez un jour en consultation, l'enfant est bien propre, bien nettoyé, et vous voyez vraiment du caca qui sort par ici, par le vestibule, alors c'est pas par le vagin, le vagin c'est plus haut, c'est au-dessus de l'hymen, mais la fistule elle est vestibulaire. Si vous voyez du caca qui sort par là, alors vous êtes peut-être tombé sur une exceptionnelle fistule en H, auquel cas c'est chirurgical. Vous voyez ici, l'enfant est au bloc et la fistule est disséquée et fermée pour fermer cette communication entre l'anus et le vestibule. Une autre cause de consultation, c'est le sillon périnéal. Vous voyez que cette petite fille, bon, la photo n'est pas très bonne, je suis désolée, là, en plus la gamine elle a un érythème fessier, mais on voit quand même que la marge anale est ici et qu'elle est normale, même si c'est un peu inflammatoire en ce moment là. La marge anale est en place, elle est normale, mais par contre il n'y a pas d'épithélialisation entre le vestibule et le bord antérieur de la marge anale. C'est comme si les petites lèvres presque se prolongeaient jusque-là. En fait, c'est simplement un défaut d'épithélialisation, ce n'est pas pathologique, et c'est souvent évolutif avec la croissance. Cet aspect rouge-là va petit à petit peu disparaître, voire se combler carrément par une espèce de peau fine. Donc ça, c'est pas pathologique, il n'y a rien de particulier à faire. Alors, la duplication anale, c'est quand vous avez 2 trous au lieu de 1. Donc, vous voyez ici, cet enfant a un anus ici qui est normal, alors que on voit un orifice ici. Alors ça, c'est souvent les parents qui disent « mais en nettoyant mon enfant, j'ai bien écarté les fesses, j'ai vu qu'il y avait un trou là, hein. » C'est souvent comme ça qu'on est au courant. Alors ça touche qui, ces enfants? C'est décrit comme étant rare, parce qu'il y en a peu de décrits. Franchement, moi je trouve que c'est pas si rare que ça, on en voit quand même assez régulièrement. Ça touche principalement les filles, et c'est souvent à 6 heures en position de la taille. Donc vous voyez ici, à 6 heures, quelquefois à 12 heures, mais plus rarement. Ici, c'est un garçon. Je pense que j'étais contente d'avoir une duplication chez un garçon, c'est pour ça que je l'ai pris en photo. Mais c'est surtout les filles qui sont touchées. Il n'y a pas de communication entre le rectum et cette duplication.
quand vous mettez gentiment un petit stylet dans cette duplication, vous allez enfoncer le stylet d'à peu près 1 centimètre. Si on a des doutes, on peut faire des opacifications, on peut explorer au bloc, on peut faire plein de choses, mais en général, c'est un peu toujours pareil. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est quand même des recherches de malformations associées dans la région. Il faut au minimum faire une radio du sacrum et une écho de moelle, si l'enfant est encore assez petit pour avoir une écho de moelle, pour voir que ça ne sera pas associé à d'autres malformations de la région. Ces duplications ne posent pas de problème de type cancérisation, donc pas d'affolement pour ça. Par contre, ça peut se compliquer d'abcès. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tout simplement du caca qui vient se loger là-dedans, qui a du mal à s'évacuer, puis ça finit par s'infecter. Alors, c'est sûr que si ça s'infecte, on peut être logiquement traité évidemment par antibiotiques et puis après, logiquement, enlever ces duplications. Après, l'exérèse préventive, elle est débattue. Hein, il y a des équipes qui enlèvent ces duplications. Nous, on ne le fait pas systématique, mais voilà, c'est effectivement une possibilité. Regardez cette petite fille, vous avez un anus normal ici, et puis quand même une duplication qui est assez importante ici. Là, une petite fille qui a une duplication, cette fois non pas à 6 heures ici sur la face postérieure de la marge anale, mais ici, là, sur la face antérieure de la marge anale. Et puis cette petite fille qui, elle avait un syndrome excusez-moi, de malformation caudale en général. Elle avait un problème sur la moelle, un problème sur le sacrum. C'était pas un curarino, mais ça y ressemblait. Eh bien, ces petites filles, quand on regardait la marge anale sur sa face postérieure, il y avait 5 orifices. Donc là, c'est plus une duplication, c'est une pinta, je sais pas quoi. Je sais pas comment on dit. Voilà. Alors c'est pareil, on n'a rien fait chez cet enfant. On a simplement vérifié que ça ne communiquait pas avec le rectum. Voilà ce que vous pouvez voir aussi chez des nouveau-nés ou vraiment des petits, c'est des excécutanéo-muqueux. En fait, c'est une espèce de pli radié comme ça de la marge anale qui est hypertrophique et qui peut s'extérioriser quand on écarte bien la marge anale comme ça. Souvent les parents qui consultent pour ça. Ces petits excécutanéo-muqueux sont asymptomatiques, ils ne saignent pas, ils ne grossissent pas, voire même ils vont régresser avec la croissance de l'enfant, ou en tout cas ça va être peut-être réintégré dans la marge anale et on finit par ne plus les voir. On rassure les parents, moi j'aime bien quand même les revoir une fois pour être sûr que c'est pas quelque chose qui grossirait. Bien entendu, s'il y a le moindre signe atypique, que ça saigne et que ça grossisse, ou que c'est apparu bien après la naissance, à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir quelle est la nature de cette muqueuse, et on peut être éventuellement amené à l'enlever pour avoir une anatomopathologie si on a un doute sur sa nature. Voilà un motif fréquent de consultation, c'est la protrusion pyramidale. C'est un excécutané sur la ligne médiane, sur la face antérieure de la marge anale, c'est-à-dire que vous avez effectivement la peau qui est épaisse ici, entre le vestibule et la marge anale. Ça touche les filles, c'est asymptomatique, ça peut un petit peu diminuer avec le temps, en tout cas, ça n'est pas pathologique, c'est très fréquent et on ne fait rien là-dessus. La fausse... Oui, dis-moi. Comment faire la différence entre un excécutanéo-muqueux et un condylome? J'imagine que les condylomes, d'abord il y en a plusieurs, mais je vais peut-être laisser parler Marie-Pierre, mais il y en a plusieurs, c'est étalé, il y en a un petit peu partout. Est-ce que les condylomes s'extériorisent comme ça de la marge anale? Probablement oui. Oui, mais c'est pas la même... C'est vraiment des petites granulations, enfin, et souvent il y en a plusieurs. Et ouais, il y en a qu'un seul. Ouais. Et puis ça fait des granulations, comme tu dis, ça peut toucher la peau autour, ça n'a quand même pas le même aspect. C'est pas une petite, ça a un aspect vraiment de muqueuse ce qui sort là. Hein. Ça fait presque, ça fait muqueuse normale. Hein. C'est gros, mais c'est tout, c'est la seule anomalie. Alors la fossette sacro-coccygienne, vous voyez, c'est ce petit sinus cutané ici. Hein. La peau est un petit peu invaginée. C'est extrêmement fréquent, ça touche un quart des enfants si on regarde bien, on les signale pas toujours parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement banal, et en fait c'est lié à un petit tractus qui existe entre le coccyx et la peau, et donc ça tire un petit peu sur la peau à cet endroit-là.
Ça, c'est une fossette tout à fait banale pour laquelle on va rien faire de plus. Par contre, quelquefois, ces fossettes, elles sont atypiques. Et au lieu d'être en regard du coccyx, elles peuvent être plus haut. Vous voyez, ça c'est le dos de l'enfant. Et quand ces fossettes sont plus hauts sur le sacrum ou sur le dos, ça n'est pas une fossette typique. Alors comment savoir si on est sur le coccyx? On met le doigt et puis on va sentir, même chez les petits, on sent bien la pointe du coccyx. Et si c'est plus haut, c'est pas normal. Et évidemment, si c'est associé à d'autres anomalies, ça n'est pas normal non plus. Alors les autres anomalies, ça peut être des anomalies cutanées. Vous pouvez avoir un angiome de la région ou une touffe de poils. Ou alors évidemment, s'il y a un écoulement, alors là, ça affole tout le monde. Donc voilà, s'il y a des signes neurologiques ou d'autres malformations de la région, comme une malformation anorectale, une masse présacrée, si vous avez quoi que ce soit d'autre associé à ce petit sinus, à cette fossette, à ce moment-là, il est logique de rechercher une anomalie de la moelle, de rechercher une anomalie du rachis. Et pour ça, on fait une échographie si l'enfant est assez petit pour que la moelle soit encore visible, sinon une IRM. Et on demandera un avis spécialisé s'il y avait une anomalie associée. La dernière pathologie congénitale qu'on peut voir, ce sont les pathologies vasculaires anopérinéales. Voilà ici des exemples de malformations vasculaires de l'hymen ici, et puis ici de tout le périnée. Alors, ces anomalies vasculaires, elles sont classifiées de la manière suivante, soit ce sont des tumeurs, soit ce sont des malformations. Et vous voyez que la classification est extrêmement complexe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, surtout que ce ne sont pas nous, les chirurgiens viscéraux, qui nous occupons de ça, mais ce sont nos chirurgiens plasticiens. Ces malformations sont très complexes, elles peuvent faire partie de syndromes complexes, et c'est pour ça qu'il existe partout en France des centres de référence des pathologies vasculaires congénitales. Et le centre de référence dans la région est à l'hôpital Saint-Éloi. Ce centre s'occupe aussi bien des adultes que des enfants. Et les chirurgiens auxquels vous adressez ces enfants, si vous voulez avoir un avis, qui sont le professeur Captier ou le docteur Mathioli, travaillent bien entendu avec le centre de référence de Saint-Éloi. Et donc, c'est une spécialité, c'est leur spécialité, c'est pas la mienne. Donc voilà, c'était simplement pour vous signaler à qui vous adressez si vous avez ça. Donc voilà pour les pathologies congénitales. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer. Oui. Non, c'est bon. Échographie médulaire, c'est sillon interfessier bifide. Sillon interfessier bifide, c'est-à-dire quoi? Double fossette? Non. C'est quand ça fait un V un peu. T'as un V un peu marqué. Ah, ouais, c'est souvent ça. Je ne pense pas que ce soit pathologique. Si c'est ce à quoi je pense, c'est la peau qui est effectivement un petit peu déprimée le long du sacrum, en fait, de la pointe du sacrum. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit pathologique. Donc, que faire en cas de sillon bifide? Que faire en cas de sillon bifide? Écoutez, je ne suis pas sûre de savoir de quoi on parle, mais bon, je ne crois pas qu'il y ait de choses particulières à faire. Moi, je fais pas des échos quand ça s'associe, quand on prend en charge sur une malformation rectale ou d'autres malformations, comme tu disais. Voilà, si vous avez d'autres signes atypiques, d'autres choses associées, on peut effectivement à ce moment-là faire le bilan d'échographie médulaire. Jusqu'à quel âge peut-on faire une échographie médulaire? Bonne question. Je crois que c'est 4 mois, c'est ça? Même pas? 3 semaines. 3 semaines, non. C'est plus que ça. Pour que ça soit fiable, 1 mois. Moi, je t'assure, il tente à passer 1 mois, il tente. Bon, alors c'est 1 mois, me dit-on sur ma droite. Sur ma gauche aussi, non? Un peu plus tard. Moi aussi, il me semblait, mais peu importe. Je pense que le mieux, c'est d'essayer, dès que vous avez, si vous voulez une échographie de la moelle, que vous avez un bébé, envoyez-le le plus vite possible pour essayer effectivement, dans le premier mois de vie, a priori, pour espérer voir la moelle. De toute manière, si les échographistes ne voient rien parce que c'est déjà ossifié, à ce moment-là, et qu'il faut vraiment voir la moelle, ça sera une IRM. Quelle différence peut-on faire entre la fossette sacro-coccygienne et le spina bifida occulta?
Alors, le spina bifida occulta, c'est effectivement ce dysgraphisme qu'il faut rechercher si on a des signes atypiques ou des signes associés de cette fossette qui serait particulièrement haute, associée à d'autres signes comme des poils, un angiome ou associée évidemment à des signes neurologiques. Et puis, si vous avez un doute, ben, c'est là où on fait l'échographie pour le coup. C'est bon? Alors, la dernière partie de ce topo, c'est les pathologies acquises de la région anale. On va commencer par le prolapsus, qui n'est pas une pathologie chirurgicale a priori, mais je vais vous en dire quand même un petit mot. Voilà, le prolapsus, c'est quoi? C'est la muqueuse rectale qui s'extériorise. Il n'y a pas de sillon entre le prolapsus et le sphincter. Et c'est chez un enfant qui est en bonne santé en général, avant l'âge de 4 ans. Et ce prolapsus ne pose pas de problème à l'enfant, c'est-à-dire que ça fait pas mal, ça ne saigne pas. Et puis surtout, c'est réductible très facilement. Il suffit, en général, ça sort lors de la défécation. Et puis quand l'enfant a fini de pousser, il suffit de l'allonger, qu'il reste tranquille, et le prolapsus va rentrer tout seul. Les facteurs favorisants, c'est la diarrhée ou la constipation, et on le voit particulièrement à l'acquisition de la propreté, puis en général, ça rentre dans l'ordre vers l'âge de 4 ans. Il y a plusieurs pathologies qui peuvent favoriser ce prolapsus, en particulier la mucoviscidose. Donc effectivement, si vous avez des doutes sur d'autres anomalies de santé chez l'enfant, il faut savoir qu'il y a un quart des enfants qui ont la muco qui ont des prolapsus réguliers. En dehors de ces pathologies, le traitement médical, c'est la lutte contre la constipation, la position pour la défécation, tout ça, voilà, ça c'est des choses que vous connaissez mieux que moi. Et puis les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a quand même 2 ou 3 diagnostics différentiels. C'est le polype rectal qui serait extériorisé à la marge anale, et dans ce cas-là, on voit qu'il y a une différence, on voit qu'il y a un sillon, pour le coup, entre cette muqueuse qui sort et la peau. Ça peut être aussi des congestions vasculaires périanales, ça, on va voir une photo. Et puis surtout, j'attire votre attention sur l'invagination intestinale aiguë, puisque je suis chirurgien, je ne peux pas m'empêcher de vous en parler. Voilà comment se présente une invagination intestinale aiguë, idiopathique. Vous avez le petit intestin qui rentre dans le côlon, et puis cet intestin va progresser, va remonter dans le côlon. En général, il s'arrête à l'angle colique droit, c'est très classique, mais quelquefois, il peut continuer à progresser et à traverser tout le côlon transverse, le côlon gauche, le sigmoïde, et finalement s'extérioriser par l'anus. Et voilà comment on peut avoir un prolapsus qui n'est pas vraiment un prolapsus, mais qui est une invagination extériorisée. Alors, le contexte n'est pas du tout le même. Si vous devez faire la différence entre les deux, il faut se poser la question. Le prolapsus idiopathique, ça touche, comme je vous disais, l'enfant en général qui a plus de 1 an. Ce prolapsus, il est connu, les parents ils vous disent mais oui, ça sort souvent, ça rentre, ça sort, on connaît bien. Mais surtout, ce prolapsus est asymptomatique. L'enfant va bien, il n'a aucun signe associé à ce prolapsus. Et le traitement, comme je vous le disais, est un traitement symptomatique. Il faut penser à l'invagination intestinale aiguë quand vous avez un enfant en particulier qui a moins de 1 an. Vous savez que le pic de fréquence de l'invagination intestinale aiguë idiopathique, c'est 9 mois. C'est la première fois que ça sort, mais surtout l'enfant ne va pas bien. Il a des crises douloureuses, les fameuses crises douloureuses abdominales paroxystiques. Il vomit, il pleure, il ne veut plus manger. Enfin, ça ne va pas. Et dans ce cas-là, bien entendu, c'est une urgence. Vous l'adressez aux urgences pour faire une échographie afin d'éliminer ou de confirmer au contraire une invagination intestinale aiguë. Autre sujet, ce sont les fissures anales. Ah, excuse-moi. Dans ce cas-là. En cas de prolapsus rectal récidivant, le cerclage anal ou les injections de produits sclérosants sont conseillés et toujours d'actualité? Alors, non, je crois qu'on peut dire que ça n'est plus d'actualité. Ça fait bien longtemps qu'on n'a plus fait ça, nous en tout cas. On sait que ça va se résoudre tout seul. Le cerclage, là, il faudrait vraiment que ça soit un prolapsus pathologique avec une cause anatomique locale. C'est des choses qui ne se font pas. En fait, c'est des rectopexies qu'on
qu'on pourrait faire vraiment dans des cadres de malformation rectale ou des choses comme ça, mais même ça, c'est pas bon, voilà, c'est des cas à part. Les injections sclérosantes, on les a eu faites effectivement quand le prolapsus sortait sans arrêt. On faisait des injections sclérosantes. Le problème, c'est que ces injections sclérosantes, elles ont pour but de créer une inflammation chronique dans la région pour faire une cicatrisation du rectum pour plus qu'il puisse descendre. Donc ça marchait pas mal, mais enfin, aller injecter des produits sclérosants pour quelque chose qui va finalement guérir tout seul, ça ne se fait plus. Ce sont les produits les plus commercialisés. Ah bah il est plus commercialisé en plus. Alors. C'est sûr, ouais. Pour les enfants, il n'y a plus l'AMM pour les enfants, ouais. La discussion est d'accord. Voilà, donc non, on fait un traitement symptomatique. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main. Si vous avez une question orale à poser. Bonsoir, docteur. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Okay. Moi, c'est docteur Mifele. Je suis en 2e année de chirurgie pédiatrique au Cameroun. Donc, oui. J'aimerais savoir par rapport au prolapsus rectal, quel produit sclérosant est-ce que vous utilisez là-bas et également à quel moment est-ce que on pose une indication chirurgicale chez l'enfant? Alors, en fait, ces prolapsus, comme je disais, sont quand ils n'ont pas de cause particulière, c'est des prolapsus assez fréquents de l'enfant qui est en cours d'acquisition de la propreté, et on va considérer que ces prolapsus vont guérir tout seuls à partir d'un certain âge, et c'est pourquoi on ne fait plus d'injection sclérosante pour ces enfants. On fait un traitement symptomatique quand il y a des gros facteurs favorisants qui sont la constipation ou la diarrhée. Donc, on va plutôt traiter cette constipation. On va donner des conseils d'hygiène aux parents, mais on ne fait plus d'injection sclérosante. Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Merci beaucoup, je vous ai entendu. Et il n'y a pas de cas où il y a des indications opératoires? Alors, quand on est dans un contexte vraiment particulier, parce qu'il y a une anomalie anatomique, on peut se poser la question effectivement d'une rectopexie, en particulier après les cures de malformation anorectale ou les interventions après maladie du Hirschsprung. On peut avoir des authentiques prolapsus à pas confondre avec des ectropions. Voilà, bon, après ça devient un petit peu technique. Mais voilà, on peut discuter à ce moment-là une rectopexie quand on a un vrai prolapsus, mais là, ce sont des patients qui sont au départ chirurgicaux. Mais dans le prolapsus, on va dire banal du petit enfant, il n'y a pas d'indication chirurgicale là, non. D'accord, docteur, merci beaucoup. C'est un peu plus clair maintenant. Merci, madame. Je continue? Allez. Donc, les fissures anales, ça, c'est une cause classique de rectorragie chez l'enfant. Donc, c'est lié à un traumatisme local. La plupart du temps, c'est une constipation sous-jacente, c'est-à-dire que l'enfant a des selles très dures qui vont faire une petite lésion sur la marge anale. Vous voyez ici, la muqueuse et la peau, c'est un petit peu ouverte. Alors, comme ça fait très mal, évidemment, l'enfant se retient. Il a bien compris quand il faisait caca, il a mal, donc il se retient encore plus. Donc, les selles sont encore plus dures et on rentre dans un peu un cercle vicieux. On peut aussi toujours se poser la question de sévices sexuels chez ces enfants qui ont des traumatismes de la région périnéale. Cliniquement, comment est-ce qu'on fait le diagnostic de fissure? C'est surtout l'interrogatoire en fait qui fait les parents décrivent une douleur à l'exonération avec des selles vraiment de gros volume et dures, et on va trouver un petit peu de sang, c'est du sang rouge qui est peu abondant et qu'on va trouver soit sur les selles et même souvent surtout sur le papier quand on essuie l'enfant. L'examen clinique, il est difficile parce que l'enfant ne se laisse pas faire, ça fait très mal, donc ça va être difficile de faire ça, là, d'écarter la marge anale pour voir la fissure. Si vous les voyez, malgré tout, les fissures, elles sont en général sur la ligne médiane, c'est-à-dire soit 6 heures, soit 12 heures, pardon, soit 6 heures. Et quand ces fissures ont cicatrisé, elles vont laisser une cicatrice qui s'appelle une marisque sentinelle, et c'est un stigmate qui peut rester pendant longtemps après la guérison. Cette fissure, cette
cicatrice, elle peut être plus facilement visible puisque l'enfant n'a plus mal, il est guéri. Et les parents peuvent confondre ça avec des hémorroïdes, ça peut être une cause de consultation. Ben, le traitement, c'est évidemment le traitement de la constipation. On peut éventuellement mettre de la lidocaïne localement, mais vraiment à l'extérieur, quelques minutes avant l'exonération. Si on sait que l'enfant veut aller faire caca, on peut peut-être essayer de l'aider comme ça. En tout cas, dans ces périodes où la fissure n'est pas cicatrisée, il faut évidemment éviter tout traitement d'eau anal de type suppo, lavement, que sais-je. Là, l'enfant ne se laissera pas faire d'ailleurs. On va passer à une autre pathologie qui est l'abcès de la marge anale, qui touche souvent le garçon dans la première année de vie. C'est une cause très fréquente là aussi de consultation en chirurgie pédiatrique et vous devez en voir aussi beaucoup. Pourquoi est-ce que ces garçons ont les abcès de la marge anale? Eh bien, vous voyez ici cette coupe frontale d'un rectum et d'un anus. Entre les deux, vous avez ce qu'on appelle les colonnes anales, qui sont des replis muqueux. Ça se termine par un petit sinus comme ça, qu'on appelle les cryptes anales, et dans lequel vont démarrer des infections. Ces infections, elles peuvent progresser et traverser toute la paroi rectale, les sphincters, et l'infection va venir finalement se loger sous la peau. Ça va faire un abcès. Et l'abcès, bien entendu, l'évolution naturelle, c'est de se fistuliser à l'extérieur pour hâter la guérison. C'est un trajet qui est toujours direct, c'est simple, hein, c'est la crypte, et c'est un trajet direct jusqu'à la peau. Alors, voilà ici un exemple d'abcès de la marge anale chez ce petit garçon qu'on voit ici, à 9 heures en position de la taille. C'est collecté. Dès que vous avez des signes d'infection de la marge anale, il faut mettre l'enfant sous antibiotiques, de l'augmentin tout simplement pendant 8-10 jours. Et ce traitement médical va être très efficace, mais ça ne va pas forcément mettre à l'abri de récidives plus tard, une fois que peut-être un mois plus tard, 3 semaines plus tard, peu importe, parce qu'on va avoir laissé finalement ce trajet fistuleux ne va pas forcément guérir. On peut avoir des récidives au même endroit ou bien ailleurs, parce qu'il y a d'autres colonnes anales, il y en a une douzaine sur tout le pourtour de la marge anale. On peut avoir aussi une infection qui va arriver ici. Quelquefois, on a plusieurs infections chez les mêmes enfants à des endroits différents. Ce qu'on sait aussi, c'est que ça se résout avec l'âge. Hein. En général, après l'âge de 1 an, on a pratiquement plus de ces abcès de la marge anale. Regardez ce garçon que j'ai vu très récemment en consultation. Il avait fait 3 infections, 3 abcès au même endroit, ici. On voit une petite cicatrice qui persiste ici. Ça a été traité un peu par antibiotiques, ou une autre fois, c'est le père qui a fait un trou au niveau de l'abcès pour évacuer le truc. Voilà. Donc finalement, il y a eu 3 récidives. Et puis là, les parents me disent, mais là, de toute manière, l'enfant a 1 an. Ils me disent, ça fait 3 mois qu'on n'a plus rien, alors que les autres récidives étaient très rapprochées. Donc voilà, j'ai rassuré en disant que on peut espérer que ça ne va pas revenir. Donc voilà comment on fait. Quelquefois quand même on opère les enfants et je pense qu'il y a une indication chirurgicale si vous voyez l'enfant aux urgences avec un abcès qui ne veut pas se fistuliser et qui est extrêmement douloureux. C'est une région très douloureuse. Donc à chaque fois que l'enfant fait caca ou qu'on l'essuie ou quoi que ce soit, c'est assez insupportable. Donc là, je pense que ça vaut le coup franchement d'endormir l'enfant et de mettre cet abcès à plat. Et puis, dans le cas de multiples récidives, où l'enfant est sous antibiotiques toutes les 3 semaines et que les parents s'en sortent pas, que l'enfant a mal à chaque fois, ça devient un petit peu infernal. Donc là, je pense qu'il est aussi licite à ce moment-là de proposer un traitement chirurgical. Regardez cet enfant, on voit très bien la cicatrice qu'il a ici. Puis quand on regarde de plus près, en fait, il y a un petit orifice. Ça coulotte un peu en permanence et puis des fois ça s'abcède, enfin on s'en sort pas. Donc il passe au bloc opératoire et on va mettre un petit stylet dans cet orifice et on va suivre le trajet direct et on va terminer à l'intérieur de la marge anale. Donc là on a ouvert par-dessus le stylet, donc pour bien montrer le trajet. C'est le traitement, c'est de mettre à plat cette fistule. Donc on coupe un petit morceau de sphincter qui va récupérer. Et on va bien abraser la région pour enlever toute cette muqueuse qui est partie le long de cette fistule.
C'est un traitement qui est en général efficace, mais on ne peut pas totalement dire que ça ne va pas récidiver. Ça peut récidiver soit ailleurs, comme je vous l'ai dit, il peut y avoir d'autres infections ailleurs, ou même si on n'a pas très bien trouvé la fistule, ça peut récidiver au même endroit. En tout cas, ce traitement chirurgical, vous voyez qu'il s'est fait sous anesthésie générale et qu'on va laisser un trou comme ça. On ne ferme pas ça après, on laisse ouvert. Et donc, il va falloir faire des pansements tous les jours. C'est des pansements qui sont très douloureux, bien entendu. C'est pas vrai, on me dit à ma gauche. Non. Tu fais un pansement au bloc, après tu le laisses ouvert. Et absolument. Après, on ne mèche plus, on ne fait que... Ouais. Mais malgré tout, le fait d'écarter la peau, quand même, je pense que c'est quand même un peu douloureux. Donc nous, en tout cas, on les garde en hospitalisation et puis on fait la prémédication maximum pour que ces pansements, enfin pour que ces pansements, cette irrigation se passe bien. Et puis, effectivement, en quelques jours, ça finit par se combler et par guérir. Donc, de manière générale, si on peut éviter la chirurgie, on évite la chirurgie. Mais s'il faut la faire, et bien, quelquefois, il y a des cas où on le fait et puis voilà, ça se passe bien. Y a-t-il des causes favorisantes l'abcès ? Alors, à part le fait que ce soit des garçons de moins de 1 an qui sont bien grassouilles, mais ça arrive, hein, moins de 1 an d'être bien grassouillés, non, je n'ai pas de cause connue. Vous en avez ? Parce que la crème EMLA, je trouve que ça marche bien aussi, ça fait fistulisation. Ah, d'accord. Pour aider la fistulisation, il y en a qui me conseillent la crème EMLA. Pour éviter la chirurgie, du coup, si ça se fistulise, effectivement, à ce moment-là, ça soulage. Dès que le pus peut sortir, ça soulage l'enfant, bien sûr. On continue ? Alors, l'abcès de la marge anale, chez l'enfant et l'adolescent, c'est différent. Ce sont des causes différentes et il faut bien entendu penser à la maladie de Crohn. Dans ce cas-là, les trajets fistuleux sont extrêmement complexes. Regardez cette jeune fille qui a des abcès qui partent de l'anus, qui vont dans le vagin, dans le vestibule. Enfin, c'est des choses beaucoup plus dramatiques qu'un simple abcès du petit garçon. Heureusement, les traitements médicaux de la maladie de Crohn marchent vraiment très très bien sur les symptômes, sur la symptomatologie périnéale, et on voit finalement assez peu d'abcès comme ça. Ceux qu'on opère, il n'y en a pas beaucoup, et c'est ceux qui échappent au traitement médical. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire que chez l'enfant plus grand, pensez qu'il y a des manifestations périnéales, on pense bien entendu à la maladie de Crohn. Alors, le kyste pilonidal, qu'on appelait avant, enfin que certains appellent encore le kyste sacrococcygeien, on n'aime pas trop cette dénomination parce que vous savez que nous on traite des tumeurs sacrococcygiennes, des tératomes, donc ça pourrait être un peu source de confusion. Donc on ne dit plus kyste sacrococcygien, on dit kyste pilonidal. Alors qu'est-ce que c'est le kyste pilonidal ? C'est un petit kyste ou un abcès si c'est abcédé, si c'est infecté, au-dessus du sillon interfécier. Ces petites dépressions-là n'ont pas de rapport avec la marge anale, il n'y a pas de communication, c'est au-delà de la marge anale. C'est une pathologie qui est fréquente, qui touche les adolescents et les adultes. Et là, les facteurs favorisants, c'est clairement une pilosité marquée. Vous voyez que ce n'est pas toujours le cas parce que là, l'enfant n'est pas plus, n'a pas plus poilu, mais ainsi que d'autres. Et l'autre facteur favorisant, c'est une surcharge pondérale avec aussi une station assise fréquente, etc. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit des petits orifices cutanés, plus ou moins gros. Vous voyez que ceux-ci sont gros, ils se sont déjà bien compliqués. Mais vous voyez ici peut-être, je ne suis pas sûre, mais il y a ici aussi, juste sous le gros orifice, il y a plein de petits points noirs. En fait, c'est des petits trous dans la peau. Et quand on regarde de près, il y a des poils qui sortent à cet endroit-là. Donc voilà comment on fait ce diagnostic de kyste pilonidal. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, quand vous voyez un kyste pilonidal, la première question à se poser, c'est est-ce que c'est infecté ou pas ? Est-ce que c'est abcédé ou pas ? Si c'est simplement infecté, il faut le traiter tout de suite par antibiotique, ça c'est sûr. Et puis, si c'est abcédé et que c'est extrêmement douloureux, je pense qu'il y a une place pour la chirurgie. Il faut absolument ouvrir
cet abcès parce que les douleurs sont intenses. J'ai déjà vu des ados nous supplier de l'opérer tellement c'était douloureux. Donc, bien entendu, on ne laisse pas un enfant souffrir et il va passer au bloc simplement pour évacuer l'abcès. Ça ne sera pas un grand traitement du kyste pyloïdal, mais ça sera au moins soulager l'enfant. Et puis, une fois que la phase infectieuse a été traitée par les antibiotiques, il va se poser la question de est-ce qu'on enlève, est-ce qu'on traite de manière un peu plus définitive, je dirais, ce kyste pylonidal. Quand on voit cet enfant, c'est une fille, donc là, vous voyez, pilosité extrêmement marquée pour une fille, et elle avait déjà été opérée 2 fois en périphérie, et là, je la voyais pour la 3e fois, ça suintait, c'est quand même vraiment... c'est vraiment gênant, quoi. Ça coule, ça sent pas bon. C'est vraiment difficile de laisser cet enfant comme ça. Donc là, évidemment, il y a une indication à faire une chirurgie. Il faut que ce soit chronique et invalidant pour qu'on propose une chirurgie. Parce qu'il y a des enfants chez qui ça coule à peine, c'est à peine visible. Dans ce cas-là, on peut se poser la question effectivement de les laisser tranquilles. Il y a une chose qui est importante, c'est le traitement préventif de la récidive. C'est l'épilation définitive au laser, puisque ces kystes ils sont faits parce que les poils poussent à l'intérieur. Donc, tant que vous avez des poils qui poussent, ça risque de revenir. Donc, on propose une épilation définitive au laser. Il faut trouver un dermatologue qui fait ça, et puis il faut trouver un dermatologue tout court d'ailleurs, parce que ça devient difficile. À ce moment-là, théoriquement, il peut y avoir une prise en charge par la sécurité sociale. Mais là encore, les caisses de sécu n'ont pas toutes les mêmes règles. Il y en a par exemple qui prennent en charge le remboursement de ces enfants uniquement s'il a déjà été opéré. D'abord, il faut qu'il commence à s'infecter, à avoir des problèmes pour qu'on veuille bien faire l'épilation définitive. Donc nous, on a 2-3 noms comme ça de dermatos qui prennent en charge ces enfants. Le laser, c'est un petit peu douloureux, paraît-il, mais ça ne dure pas longtemps. C'est des séances de quelques minutes. Il faut souvent plusieurs séances et en fait l'épilation elle va concerner vraiment que cette région-là, donc c'est quelques centimètres carrés qui sont concernés par cette épilation définitive. Et puis quand on propose le traitement chirurgical, je vais vous montrer 3 types de traitements. Le traitement classique qui se fait plus trop quand même, consistait à enlever non seulement le sillon interfécier, là où il y avait ces petits orifices cutanés, mais d'enlever tout le kyste qu'il y avait dessous, et ce kyste était souvent assez important, important, et donc ça veut dire qu'il faut faire un gros défect. Et vous voyez, quand vous avez un trou comme ça, que vous avez enlevé la peau et la graisse dessous, que vous avez tout bien nettoyé, on ne peut pas fermer ça chirurgicalement, ça ne tiendrait jamais. Donc on fait ce qu'on appelle une cicatrisation dirigée, c'est-à-dire qu'on attend que la peau se comble, et ça va mettre plusieurs semaines. Et puis même une fois que c'est cicatrisé, la cicatrice qui est au milieu, c'est un endroit de tension importante, ça peut lâcher. Ce sont des soins post-opératoires extrêmement lourds. Alors quelquefois, on confie l'enfant à un plasticien qui, par un tour de passe-passe, réussit à mettre la cicatrice, non pas sur le point de tension ici, mais vous avez vu ils arrivent à déplacer la cicatrice ailleurs, donc ça lâche moins. Mais enfin, ça reste extrêmement compliqué et extrêmement invalidant. Un enfant qui est collégien ou lycéen, vous pouvez lui dire d'emblée, si vous faites ce traitement, qu'il ne va pas pouvoir rester assis pendant très longtemps et qu'il va louper l'école très longtemps. Alors heureusement, on a des techniques qui sont moins invalidantes maintenant, qui sont les traitements endoscopiques ou au laser. C'est le même principe. Le traitement, c'est sous anesthésie générale, en tout cas chez les enfants. On va, vous voyez tous ces petits points noirs là qui sont ces sillons du pli interfécier par lequel qui sont pleins de poils et qui sont la cause de ce kyste pylonidal. Eh bien, on va enlever chaque petit sillon avec un bistouri rond qui va enlever toute la peau de manière centrée sur ces petits sillons. Et puis une fois qu'on a enlevé tous ces sillons, on va mettre une caméra, un endoscope à l'intérieur de la cavité, ce qui nous permet de voir la taille de la cavité, de bien laver, d'aspirer tous les poils, de laver parfaitement et ensuite de coaguler au bistouri, à l'électricité tout simplement, pour hâter la guérison. Et voilà par exemple genre de pansement qui est fait quelques jours après le traitement chirurgical. Alors là pour le coup je peux vous dire que les enfants vraiment ça passe comme une lettre à la poste. Je dis pas qu'ils peuvent se mettre assis tout de suite, mais en tout cas
On ne met rien dans les orifices. Le pansement est simple, il n'est pas douloureux et ça cicatrise très vite. Le traitement au laser, c'est le même principe, sauf qu'il n'y a pas de contrôle visuel, mais le principe est le même, à savoir enlever tous les petits sillons cutanés, bien laver à l'intérieur, et puis ensuite, la coagulation n'est pas faite avec de l'électricité, mais c'est fait au laser, mais c'est le même principe. Voilà pour les kystes pilonidaux. Je vous avais dit que Oui. Alors, on va revenir sur la marge anale. Oui. Une question, il ne faudra pas éliminer un déficit immunitaire devant un abcès de marge anale qui récidive? Non. Non, encore une fois, ce sont des pathologies, quand c'est un enfant, vraiment un nourrisson, c'est tellement typique, tellement fréquent. Alors c'est vrai que nous, il nous est arrivé 2 ou 3 fois de demander un avis aux maladies infectieuses parce que ça revenait tellement souvent à tellement d'endroits différents qu'on commençait à se poser des questions, surtout si à l'interrogatoire, la mère vous dit qu'en plus il a des otites, des machins, des trucs. Bon alors là, on est un peu dépassé, on demande un avis aux maladies infectieuses, mais à ma connaissance, on n'a jamais trouvé de pathologie particulière. Voilà. Donc on a le droit de se poser des questions, puis après, en général, il n'y a pas grand-chose en fait. Alors, la dilatation des veines marginées, vous voyez que cet enfant a une dilatation des veines au niveau de la marge anale qui apparaissent au moment de la poussée, au moment de la défécation et qui vont rentrer gentiment après l'arrêt de la poussée. Ces dilatations, on les trouve souvent entre 2 et 5 ans et elles sont totalement asymptomatiques. On voit des dilatations, vous voyez, hein, c'est de la veine, c'est bleu, c'est mou, ça ne saigne pas et ça ne se thrombose pas. Donc vous voyez, c'est pas comme les hémorroïdes. C'est quelque chose de totalement asymptomatique, c'est qu'au niveau de la marge anale et puis ça gonfle et ça disparaît. Donc, on rassure les parents, les hémorroïdes n'existent pas chez les enfants, sauf s'il y avait un contexte particulier de genre hypertension portale, mais dans ce cas-là, il y a une pathologie qui est connue. Donc, quand on voit ça, on peut rassurer les parents. On va donner un traitement symptomatique si l'enfant est constipé, bien entendu, on va l'installer correctement sur les toilettes. Ce n'est pas la peine de faire un traitement local et ça ne présage pas de l'apparition d'une pathologie hémorroïdaire par la suite. Et puis, je terminerai par le traumatisme périnéal. Donc, le traumatisme, il est lié en général à un empalement, c'est-à-dire c'est un choc direct sur le périnée. Alors, soit parce qu'il y a une chute sur un objet contendant ou pas. Le grand classique qu'on voit souvent aux urgences, c'est l'enfant qui chute sur le bord de la baignoire ou sur le bord de la piscine, donc ça fait une lésion. Quelquefois, il y a des corps étrangers, hein, arme blanche. Bon, chez les enfants, c'est quand même pas très fréquent. Corne de taureau, ça se fait dans la région. Ou thermomètre, prise un petit peu pas très délicate de la température au niveau de la marge anale. Dans les accidents de la voie publique, il y a peu d'atteinte périnéale en fait. Bon, c'est évidemment quelque chose qu'on va vérifier, mais il y en a assez peu. On peut avoir aussi des brûlures périnéales, bien sûr, ça c'est le bain trop chaud par exemple. La fameuse aspiration transanale de la piscine, hein, le système d'aspiration de la piscine où l'enfant vient se coller sur l'aspiration et est aspiré, ventousé, voilà, et est aspiré. Bon, en général, il y a des systèmes de sécurité maintenant qui font que ça se fait moins. Et puis toujours se poser la question d'une agression sexuelle. De manière générale, nous, quand on a des plaies du périnée, c'est des enfants de toute manière qu'on hospitalise, ne serait-ce que pour explorer sous anesthésie générale, en général le lendemain, on va explorer pour voir s'il n'y a pas de lésions plus importantes que ce qu'on peut voir comme ça. Et bien entendu, si y a un doute, si les parents ont un discours qui ne tient pas la route, ils se contredisent, ils ne savent pas comment c'est arrivé, puis après ils savent, enfin bref, s'il y a un problème ou moindre doute, on fera appel au groupe d'enfants en danger qui viendra mettre son nez dans le dossier pour voir s'il y aurait une agression sexuelle possible. Voilà, je crois que c'est tout pour les pathologies de la région anale. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Pour le moment, je ne peux pas arriver. On les attend.
Alors, je vais profiter de ce temps pour faire de la publicité pour notre prochaine EPU. Ça sera le 11 décembre. Il faut réserver cette date. Et c'est Marion Delpont, notre orthopédiste pédiatre, une de nos orthopédistes pédiatres, qui vous parlera de la hanche, de la petite enfance à l'adolescence. 3 défis orthopédiques.